Le monde de Warhammer 40 000 est sombre et rempli de races extrêmement importantes. Et aujourd'hui on va parler d'une faction malheureusement oubliée, en tout cas j'ai l'impression que Game Workshop ne veut pas faire de nouveautés à leur sujet, alors on va aujourd'hui parler des Sœurs du Silence, qui sont les femmes au sein du groupe avec les Daeplus Custodes, qui sont très proches de l'autorité de l'empereur. Qui elles sont? D'où est-ce qu'elles viennent? Quelles sont leurs origines? Quel est le rôle du gène paria au sein de ces créatures? Pourquoi est-ce qu'elles peuvent carrément vous rendre malade si vous vous trouvez à côté d'elles? Et quels sont leurs équipements, armements et un petit peu leur rang dans toute cette faction? On va voir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et on est parti! De tous les serviteurs de l'Empereur de l'Humanité, les Sœurs du Silence sont peut-être les plus secrètes et les plus mystérieuses. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une organisation secrète qui a servi de bras armé de la Divisio Astra Telepathica à l'époque de la Grande Croisade, puis à l'Adeptus Astra Telepathica depuis sa fondation après l'hérésie de Russe, et dont les rangs et les titres sont connus, du moins dans les documentations officielles, sous le nom de Divisio Investigates. Et ceci est une expression plutôt obscure qui recouvre un monde encore plus sombre dans lequel très peu ont jamais eu le pouvoir, ou même l'autorité de regarder à l'intérieur. Les tâches de la confrérie silencieuse sont complexes et multiples, mais à la base, elles sont des guerrières enquêtrices, des chasseuses et des geôlières. Elles sont toutes chargées de rechercher, d'appréhender et de traiter les psykers de la population humaine de l'Imperium en constante expansion, et de les renvoyer à la Divisio Astra Telepathica pour qu'ils soient évalués et traités. Dans le cadre de cette tâche sans fin, ils doivent également traquer les psykers renégats et détruire ceux qui sont jugés trop dangereux pour le reste de l'humanité. Il s'agit d'une tâche périlleuse qui dépasse largement les capacités de n'importe quelle force militaire ou de maintien de l'ordre purement humaine, mais dont l'exécution est rendue possible non seulement par les prouesses martiales de la sororité, mais aussi et surtout par sa nature fondamentalement de nul psychique. Et ce terme vient de l'anglais, on aurait pu aussi dire directement Psychic Blanks, ou Blanks. Pour faire simple, comprenez que toutes les Sœurs du Silence sont ce que l'on appelle des parias, ou justement psychiquement nulles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de réelle âme. Elles sont donc décrites comme des sans-âme ou des âmes noires. Cela veut dire qu'elles n'ont pas d'essence à proprement parler dans l'immatérium, le warp, la dimension des démons. Toute entité, toute personne, tout être humain va avoir une empreinte psychique dans le warp, dans la dimension des démons. Mais ces Sœurs du Silence et les parias en général n'ont pas du tout cette fameuse essence. Elles n'ont donc pas d'accroche avec cette dimension extrêmement dangereuse, ce qui les rend très puissantes. Cela signifie qu'elles sont donc des anti-psykers, inattaquables par les psykers qui justement puisent cette énergie et l'utilisent même pour tuer d'autres personnes. Comme on l'a dit précédemment, on a parlé du terme psychiquement nul ou de nul psychique. Eh bien, laissez-moi vous expliquer tout cela afin que vous compreniez un petit peu mieux. L'aspect le plus singulier de l'ordre des Sœurs du Silence est que chacune des femmes qui la composent est une intouchable, un rare sous-ensemble génétique de l'humanité qui ne projette aucune ombre d'âme dans le warp, dont l'esprit est donc totalement immunisé contre les agressions psychiques, et qui est un anathème pour tous ceux qui possèdent des pouvoirs psychiques. Leur simple proximité suffit à provoquer l'inconfort et la douleur des psykers. Et en vérité, il sème même la peur et le dégoût dans le cœur de ceux dont l'esprit n'est pas doté du don de psyker. Et cela, quelle que soit leur volonté. Il s'agit d'une réaction simple et irrésistible à l'injustice fondamentale de l'intouchable, ou, comme on le dit souvent de manière plus mélodramatique, un corps sans âme, ou même une âme noire. Ce phénomène curieux et macabre va au-delà de la simple absence, comme on pourrait se sentir dérangé par un mannequin ou un automate qui imite l'humanité mais reste inanimé. Il s'agit plutôt d'un effet presque surnaturel, qui semble heurter profondément les perceptions inconscientes fondamentales de tous les êtres vivants comme quelque chose de malin et de contraire à l'ordre naturel de l'existence. Et il semble y avoir des degrés perceptibles de cet effet qui varient d'un individu à un autre, certains intouchables étant plus forts dans le phénomène que d'autres. Et c'est parmi les plus forts d'entre eux que les Sœurs du Silence sont recrutées. Il convient également de noter que la perturbation causée par un intouchable
est évidente non seulement pour l'humanité, mais également pour toutes les autres formes de vie et espèces xéno rencontrées. Pour preuve, de nombreux cas ont été rapportés où les effets troublants de ces sans-âme humains ont même suffi à décontenancer la sauvagerie aveugle et brutale des orques déchaînés. Tandis que pour la Xenomorpha eldari, psychiquement en phase avec tous les individus de son espèce, la présence d'un intouchable humain est une chose d'une horreur existentielle aiguë. Ce qui rend les Sœurs du Silence extrêmement puissantes et qui fait qu'elles sont les chasseurs de Psykers ultimes, est le fait qu'elles n'ont pas d'empreinte dans le Warp. Car si elles chassent des Psykers, et que ces Psykers ne peuvent pas leur lancer de sort, elles ne courent donc aucun risque face à ces derniers. Sauf si évidemment ils sont armés d'armes de corps à corps ou même de bolters. Car oui, je tiens à préciser qu'elles sont quand même pas insensibles à tout ce qui est coupure, plantage de peu importe quelle arme, coup de massue, ainsi que des balles qui peuvent les éventrer sans trop de difficulté. Rappelez-vous ceci, il est impossible de s'emparer de leur esprit, d'altérer leur perception et de posséder leur corps par des entités du Warp. Même les manipulations les plus grossières mais les plus directes de l'environnement ou de l'énergie ambiante par le Psyker, comme le feu conjuré ou la projection de débris par la force télékinésique, sont atténuées et parfois carrément annulées par la simple proximité d'une de ces personnes sans âme. Dans le cas des parias comme les Sœurs du Silence, spécifiquement choisies pour leur force de leur don, leur esprit n'est pas simplement absent ou inerte pour la perception mentale d'un Psyker, mais un abîme de ténèbres hurlant qui non seulement annule la forme psychique dirigée vers elle, mais aussi interfère activement avec le flux d'énergie du Warp dans l'espace réel tout autour d'elle. Et je le rappelle, dont la nature n'a jamais été révélée aux étrangers, sont capables de développer leurs capacités dites nulles jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment perturbatrices pour rendre extrêmement dangereuse toute utilisation du pouvoir psychique en leur présence. Ces sœurs sont formées pour devenir les chevaliers de l'Oblivion, et au sein de leur ordre, elles constituent la pierre angulaire d'une force d'élite spécialement chargée, non pas de l'application quotidienne de la Grande Dîme, mais de la destruction des Psykers voyous de niveau alpha et de l'entraînement incessant pour les batailles de ce type mortel. Dans le cadre de leurs études, les Sœurs du Silence ont lu de nombreux grands textes qui se trouvaient dans les imposantes piles de la bibliothèque de la citadelle de Somnus sur Luna. Et cela alla des premiers volumes de la Psychana Occultis au jugement sans voix des Meleaena Vertand. Vous n'avez pas besoin forcément de vous rappeler de ces noms, sachez que simplement c'est des bouquins, des tomes très importants au sein de l'Imperium, principalement pour les Psykers. Dans ces tomes de recherche psychique et d'anciennes traditions, les jeunes Sœurs du Silence ont beaucoup appris sur la nature des sorciers et des sorcières. Elles en vinrent à penser que le maniement de l'épée de puissance et du bolter n'était qu'une partie de l'arsenal d'une Sœur du Silence, car la connaissance de leur proie était tout aussi importante. Les Sœurs du Silence avaient compris que le savoir était le pouvoir. Dans cette quête, elles avaient beaucoup appris sur les extrêmes de l'humanité psy que l'on trouve dans la galaxie habitée par les êtres humains. Et les sœurs ont appris à les débusquer, à les combattre, et, le cas échéant, à les exécuter avec des préjugés extrêmes pour le grand bien de l'humanité. La source biologique exacte telle qu'on la croit, qui crée chez un être humain l'état de nullité psychique, le soi-disant gène du paria, s'est révélé être un sujet d'étude insatiable et éphémère, sans oublier que lors des tests, il ne s'agissait pas d'un gène unique. Les tentatives d'exploitation ou d'isolement menées par le corps des archéotechnologues impériaux, ainsi que le Mechanicum au cours des premières années de la Grande Croisade, se sont soldées par des désastres. Mais l'empereur a malheureusement stoppé toutes ces études. Cependant, ce qui reste de ces études indique que la plupart des tentatives de synthèse, de propagation ou même d'armement de psychiques nuls ont été des échecs tragiques ou bien pire encore. En dépit de toutes ces preuves, les récits obscurs de certains membres de l'Officio Assassinorum et du redoutable et obscur Ordo Sinister contiennent également des preuves de l'utilisation du psychisme nul par l'empereur lui-même dans le cadre de la guerre. Pour d'autres cependant, le mystère du gène paria, s'il existe vraiment, reste hors de portée. Alors rappelez-vous de cette chose, au sein de l'Imperium, personne, en tout cas très peu de gens, savent réellement si ce gène du paria est une légende ou simplement un fait avéré. L'empereur aurait donc, d'après ces fameuses légendes, utilisé ces gènes du paria et ses troupes, certaines de ses unités secrètes, pour réussir certains objectifs
et certaines missions, mais seuls les plus hauts gradés sont réellement au courant. Donc, vous le savez que oui, c'est bien arrivé, mais au sein de l'Imperium, beaucoup doutent de leur existence. Tant de questions sans réponse tournent autour de ces sujets des plus obscurs et des plus dangereux. Et les plus importants concernent les théories sur l'origine de ce gène du paria. S'agit-il du résultat d'une manipulation du génome humain par d'anciens xénos, ou d'une expérience étrange et terrible de l'âge des ténèbres de la technologie? Ou bien, comme l'affirment les théories les plus folles, s'agit-il d'un développement évolutionnaire pervers destiné à assurer une protection contre le cosmos lui-même, envahi par la distorsion? Il convient également de noter qu'aucun Space Marine, ni aucun Custodes, n'a jamais été enregistré comme étant psychiquement nul. Ce facteur vient s'ajouter à l'idée de certains érudits selon laquelle la semence génétique des Space Marines contient peut-être un nombre de matériel génétique de l'Empereur et une parcelle de son propre pouvoir psychique, qui est essentiel au processus et à la réussite de la transformation d'un simple humain en un Space Marine transhumain. Si tel est le cas, le gène paria serait totalement anathème et tuerait probablement le sujet implanté. On ne peut que spéculer sur le fait que si une Légion Astartes Space Marine nulle existait, l'histoire aurait pu être très différente de ce que l'on a connu. Tout comme le fait que, sans l'implication des Sœurs du Silence dans les résidus russes et le grand travail de l'Empereur sur le projet de la Voie du Web, pendant la guerre de la Toile, la trahison d'Horus aurait pu se terminer en triomphe sur le trône brisé de Terra. La confrérie silencieuse, telle qu'elle existait au début du 31e millénaire, ne faisait pas partie du schéma initial des forces de l'Imperium établi par le maître de l'humanité. Bien que certains le contestent et affirment que ce qui est devenu la confrérie silencieuse a longtemps vécu dans l'ombre et en attendant son heure. Pendant les guerres terriennes d'unification, il est sans doute vrai qu'un certain nombre de soi-disant intouchables, donc des parias, ont servi sous la bannière de l'unification avec les guerriers tonnerres, mais les preuves suggèrent qu'ils l'ont fait à distance de l'empereur en personne et de son aide et ministre Malcador le Sigillite. Car ces derniers, Malcador et l'empereur, étaient des psychers d'une force prodigieuse. Si les Sœurs du Silence se trouvaient à proximité, elles auraient terriblement affecté ses pouvoirs. Ces serviteurs parias étaient, selon les rumeurs qui persistaient à l'époque, des agents secrets et des assassins. Ce qui contredit la rumeur qui disait qu'elles faisaient partie d'un ordre militant assez important, et surtout unique. En fait, les seules preuves de leur existence durant ces batailles et durant cette période ont été totalement perdues dans les archives de Terra. Au cours des guerres d'unification, de nombreuses menaces terribles, nées de l'envoûtement psychique et de la possession d'entités du Warp, ont été rencontrées pendant la pacification, mais elles ont été combattues de front et maîtrisées par le pouvoir de l'empereur, ainsi que la puissance brute de ses guerriers génétiquement améliorés. Mais dans ce dernier cas, au prix de vies terribles et disproportionnées. Alors que la Grande Croisade commençait à quitter les limites du système Sol, et que les premières vagues de la Ligue des Vaisseaux Noirs, nouvellement créées, suivaient dans leur sillage, attention petite parenthèse, je vais ensuite parler de la dîme impériale. Pour faire simple et pour que vous compreniez si vous n'êtes pas trop fan de Warhammer, ou plutôt si vous ne connaissez pas les bases de Warhammer, chaque monde au sein de l'Imperium, qui est protégé par l'Imperium sans vraiment avoir le choix, doit payer une dîme impériale. Cela signifie qu'ils doivent envoyer des ressources, des minerais, des munitions, des armes à l'Imperium pour les armées gigantesques de cet empire, ainsi que des personnes pour les armer. Mais pas que. Il y a aussi énormément de psychers, donc de ces fameux mages dans Warhammer 40 000, qui se trouvent sur chacune des planètes. Tous ces psychers doivent donc être trouvés et envoyés dans ces fameux vaisseaux noirs. Et cela fait aussi partie de la dîme impériale. En ce qui concerne la Grande Dîme, des cadres paramilitaires d'investigation et d'exécution nouvellement fondés furent employés pour la gérer sur le terrain, commandés par une cabale de fidèles psychers de niveau primaris issus de la Scholastica Psychana. Et c'est à Terra qu'ils rendirent directement leur récolte de sorciers et de sorcières. Pour ceux d'ailleurs n'ayant toujours pas compris quand je parle de sorciers et de sorcières, nous parlons évidemment des psychers de ces mages. Bien que cet ordre était dirigé convenablement et bien armé, il n'a pas connu un succès sans faille, car l'Imperium s'est agrandi pour englober d'abord des dizaines, puis des centaines de systèmes stellaires habités, et la tension a rapidement commencé à se faire sentir. Les archives disponibles sous les auspices du Conseil terrien indiquent qu'il était connu à l'époque qu'une meilleure solution au problème de l'appréhension et du contrôle des psychers humains
étaient clairement nécessaires. Mais la Grande Croisade n'en était qu'à ses débuts. Ses configurations futures n'étaient pas encore définies, et beaucoup de choses étaient en mouvement. Et de nombreux objectifs de l'empereur n'avaient pas encore été explicités ou n'avaient pas encore trouvé leur forme finale. On dit également qu'à cette époque, un certain nombre de solutions radicales ont été soumises à l'examen de l'empereur et de ses conseillers. Mais avant qu'une décision ne soit prise, les choses se sont précipitées à cause de certains désastres. Pentakenaes est un monde ruche du système Sol, largement appauvri mais relativement stable sur le plan sociétal, situé à quelques semaines solaires de Terra par les marées de l'Empyréen. Pentakenaes avait été une cible précoce et facile à acquérir pour la Grande Croisade. S'efforçant à peine de maintenir une base technologique industrielle, son seul avantage était d'être un point d'ancrage pour la flotte, et la seule ressource qu'elle offrait à l'Imperium était sa vaste population humaine qui se chiffrait en dizaines de milliards de vies. Sous un gouvernement impérial qui a déplacé le sordide désordre des petits rois et confédérations rivaux qui tenaient la planète auparavant, Pentakenaes s'est d'abord transformé en avant-poste frontalier, puis en port d'escale avec des centaines de régiments impérialis auxilia temporairement stationnés là avant d'être rassemblés et redéployés sur les lignes de front. D'ailleurs, vous n'avez pas forcément besoin de savoir qui sont les Imperialis Auxilia, mais simplement c'était des troupes de l'armée impériale. Au cours de cette période, de nombreux jeunes, parmi les plus compétents et les plus aptes de la population locale, ont également répondu à l'appel de la Grande Croisade, privant ainsi la planète de ses meilleurs éléments. Le résultat final est une planète qui pourrit lentement de l'intérieur. Le vice et la petite corruption se développaient dans l'ombre des vastes terrains d'atterrissage et des complexes de casernes, tandis que dans les pluies des ruches et les bidonvilles profonds, contournés par la richesse, qui étaient parvenus aux castes supérieures du monde et privés d'espoir et de perspective, de sombres croyances et d'étranges cultes commençaient à se développer, et cela malgré les efforts de la vérité impériale et les purges visant à éradiquer tout cela. Et petit rappel, qu'est-ce que la vérité impériale? Il s'agit simplement de ce qu'a implanté l'empereur en tant que nouvelle sous-religion. Attention, c'est pas vraiment une religion, mais c'est un petit peu une sorte de culte qui arrivera par la suite. Pour faire simple, imaginez que toutes les religions allaient être remplacées par cette forme athée de croyance en la science et pas vraiment justement aux croyances des dieux. Mais malgré cela, c'est ce qui a enclenché beaucoup de problèmes par la suite. C'est pour ça que je dis que c'est une religion, même si en soi, objectivement, c'en est pas une. Bon, reprenons. Le gouverneur impérial de la planète a fini par apprendre qu'une secte apocalyptique, particulièrement dangereuse, se faisait appeler le Banquet Final, et elle s'était implantée dans un secteur de bidonville désolé, connu sous le nom de Distempora. Le culte a violemment résisté à toute tentative de destruction, et selon des rumeurs fiables, il était dirigé par une famille sainte, ayant le pouvoir de faire des miracles. La Ligue des Vaisseaux Noirs a été dûment informée, et lorsque le prochain vaisseau de la dîme est arrivé en orbite de Pentakenaes, une armada de canons lourdement armés a été envoyée pour descendre dans les secteurs de Distempora avec une force de division investigatrice pour mettre fin à la secte et s'emparer de ses dirigeants, qui ont été jugés in absentia comme des psychers voyous. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais on n'a plus jamais entendu parler de l'équipage et de l'armada qui était arrivée, et en l'espace de quelques heures solaires, tout Distempora a été déchiré par un cataclysme de sang hideux et irraisonné. L'état d'urgence fut déclaré, et les unités de l'Imperialis Auxilia casernées à Pentakenaes furent activées et déplacées pour former un cordon autour des secteurs urbains touchés. Mais même elles ne purent tenir. Et pire encore, de nombreux membres de leur propre rang commencèrent bientôt à succomber à la folie. Le gouverneur impérial de Pentakenaes a également été victime, abattu par ses gardes du corps alors qu'il tentait de mettre fin à la vie de ses propres enfants lorsque la folie s'est emparée de lui. L'autorité revenait désormais à l'officier impérial le plus haut gradé en orbite, le capitaine du vaisseau noir qui avait déclenché le fameux massacre. Et il s'agissait du capitaine Gigan Dantes. Des éléments de la 6ème Légion avaient été alertés et arrivaient de Terra, mais leur arrivée ne se ferait pas avant plusieurs jours solaires, et Gigan Dantes estimait que Pentakenaes ne disposait pas de tout ce temps. La 6ème Légion s'appelle aujourd'hui les Space Wolves, mais autrefois elle n'était pas encore connue sous ce fameux nom. Même la mesure désespérée de frappes ciblées d'énormes canons et de barrages orbitaux n'a pas pu arrêter la propagation de l'anarchie à travers ce monde, et partout où le capitaine Dantes a regardé, tout était en désordre.
Aucune force, déjà au combat, ne pouvait résister longtemps à la folie née des Psykers qui affligeait le monde maudit. Aucune force, remarqua-t-il avec surprise, à l'exception d'une seule. Les Filles du Corbeau, c'est ainsi que les manifestants de l'impérialisme auxilia les appelaient, ou plus officiellement, le 5e régiment d'infanterie irrégulière 9-13. Il s'agissait d'une force techno-barbare, principalement féminin, provenant d'un obscur monde farouche situé dans les limites méridionales du segmentum solar. Si obscur en fait qu'il n'avait pas de nom propre dans les archives, mais seulement la désignation 9-13. Récemment mobilisé et intégré à la Grande Croisade, débarquant seulement quelques semaines solaires auparavant pour le rassemblement, le régiment n'avait pas encore connu de service actif. Mais les rares archives disponibles faisaient état d'un certain nombre de plaintes mal définies et formulées à l'encontre du régiment par ceux qui avaient été casernés à ses côtés. De nombreux incidents conflictuels avaient été enregistrés, et des maîtres de discipline avaient été fréquemment envoyés en force pour régler les problèmes entre les membres du 9-13 et les gens, disons, normaux, plutôt les soldats normaux. Envoyé avec le reste de l'Auxilia lorsque la vague de folie s'est répandue, le petit régiment n'a pas seulement résisté à l'assaut, il a repoussé la horde affligée et aucun de ses combattants n'a souffert de contamination psychique. Pas un seul. Pour Gigant Dantes, il ne pouvait y avoir qu'une seule réponse. Les Filles du Corbeau, ou du moins une proportion très importante d'entre elles, étaient des parias, des intouchables, des sans-âme. C'était un fait sans précédent, qui nécessiterait sans doute des recherches ultérieures. Mais, pour l'instant, elles offraient une bouée de sauvetage à un monde assiégé par la folie. Avec le soutien aérien des vaisseaux noirs en orbite, les Filles du Corbeau ont porté la bataille au cœur même du cauchemar dans les profondeurs du secteur d'Istampora. Elles y ont affronté les horreurs transfigurées qui avaient été libérées des esprits gestaltistes de la Sainte Famille, du culte, et les ont tués. L'effet était comparable à l'extinction d'un incendie par la projection d'un explosif en son sein. La tache de folie psychique qui se propageait avait été coupée à sa source, et il ne régnait plus que l'anarchie et le désastre, là où le dessein obscur régnait auparavant. Il fallut la 6e Légion pour remettre Pantakenaes au pas, et dans la foulée, on dénombra 1 milliard de morts, et la moitié du monde ne fut plus qu'une coquille calcinée. Les survivants des Filles du Corbeau étaient déjà loin dans la cale du vaisseau noir de Dantes, tandis qu'au loin, dans le segmentum solar, on raconte que des dizaines d'autres vaisseaux noirs sont apparus dans le ciel de l'obscure planète désignée 9-13, et ont laissé sur leur passage un monde à moitié vide. Après les événements du cataclysme de Pantakenaes, ce récit reste très isolé dans les archives de l'Imperium en ce qui concerne les origines des Sœurs du Silence, et il semble certain à de nombreux observateurs que 9-13 et son lot d'intouchables sont les preuves du noyau sur lequel la nouvelle division Investigates a été formée. C'est du moins ce qu'il semblerait être correct. Certains doutent de la véracité de ce récit, ou du moins de son importance. D'autres contestent simplement le fait que le récit historique ait été trafiqué. Plus tard, certains ont émis l'hypothèse que toute l'affaire du Pantakenaes avait été arrangée, car cela serait une sorte d'expérience sanglante, un test sur le terrain dont les résultats ont été achetés au prix des sacrifices délibérés d'1 milliard de vies. Mais, comme beaucoup de choses qui se sont produites durant les premières années de l'Imperium, une grande partie des archives existantes est devenue inconnaissable, et bizarrement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je le rappelle, l'Imperium sera prêt à sacrifier des millions de vies s'ils peuvent en sauver des milliards derrière. Je sais que d'après une certaine moralité, pour beaucoup de monde, c'est normal de faire cela, mais cela est vraiment propre à chacun. En tout cas, l'Imperium en a rien à foutre des vies humaines s'ils peuvent contrôler plus de monde. Voilà. Tout pour le pouvoir. Certains insistent sur le fait que les origines de la confrérie silencieuse remontent à encore plus loin, soit dans l'esprit de l'empereur, soit dans celui d'une agence perdue de l'âge sombre de la technologie, et qu'elle n'attendait peut-être qu'une masse critique d'intouchables pour enfin agir, ou au moins pour opérer au grand jour. Quoi qu'il en soit, après un nombre exactement inconnu d'années terriennes, mais pas plus de 4 décennies solaires de la Grande Croisade, le Divisio Investigates devint synonyme d'un nouvel ordre militant, celui des Sœurs du Silence. Et vous en doutez, le terme Divisio Investigates signifie la division d'enquête, simplement. Unique au service de l'Imperium, cet ordre se composait de parias psychiquement
nuls, et tous humains, de sexe féminin, forts de milliers de membres et redevables uniquement à l'empereur de l'humanité. La Grande Dîme incluait désormais des actions directes pour renforcer leur nombre dans la récolte des mondes, récoltant des enfants féminins, intouchables, parias, tout comme elle le faisait pour les psycheurs marqués. Structurée en vase clos et soumise à une discipline à toute épreuve, cette branche militante de la Divisio Astra Telepathica opérait avec une efficacité implacable et sous le sceau inattaquable du silence et du secret. Une distinction qui leur donnait un nom commun auprès des autorités de l'Imperium, avec lesquelles elles traitaient, et auprès de l'Imperium qu'elles commençaient à traverser comme des fantômes lors de leur sombre moisson. Elles devenaient des objets de crainte et d'effroi. Le fait que l'ombre d'une culture techno-barbare fasse partie de leur lignée semble évident, mais même les historiens impériaux les plus avisés ne sont pas en mesure de dire avec clarté d'où elles viennent réellement. Mais en guise d'informations supplémentaires au récit officiel du cataclysme de Panthakenaes, on peut affirmer que ce monde ruche particulier perdure, bien qu'il ne soit plus qu'un domaine ravagé, à moitié vide, lugubre et rempli de cendres, imprégné d'une ancienne tragédie et laissé depuis longtemps derrière lui, au fur et à mesure que l'Imperium s'étendait à travers la galaxie. Quant au monde désigné par 913, aucune sphère de ce type n'est répertoriée dans les bases de données de la Cartographica Imperialis. Ce chiffre est tout simplement absent, ce qui est révélateur sur son effacement total des données de l'Imperium. Pendant la Grande Croisade, l'empereur a maintenu un bataillon permanent de la confrérie silencieuse au sein de ses armées personnelles. Elles étaient chargées de chasser et d'exterminer ceux qui utiliseraient leur talent psychique contre l'Imperium ou leurs semblables pendant les guerres pour la conformité impériale. Depuis lors, le mandat des parias exige qu'elles mènent une guerre quasi constante. Les Sœurs du Silence sont des perles rares dans l'océan illimité de l'humanité. Chaque sœur est unique, car l'architecture mentale de celle qui abrite le gène paria n'a rien à voir avec celle du troupeau ordinaire. Elles n'ont qu'un vide saisissant à la place du noyau émotionnel et spirituel qui donne du pouvoir et guide l'humain typique. Il ne s'agit pas d'une simple absence, mais d'un abîme affamé et aspirant qui déstabilise et donne la nausée même aux personnes spirituellement inertes. C'est cette anomalie qui a fait des Sœurs du Silence le fléau des sorciers et des sorcières, ainsi que des démons. L'empereur a un jour qualifié cette qualité de don rare chez ses serviteurs les plus ésotériques. Mais à bien des égards, il s'agit d'une affliction aliénante et inéluctable. Pourtant, dans une galaxie où les ombres des pires excès de l'humanité prennent forme physiquement grâce au pouvoir de l'immatérium, il s'agit d'une ressource précieuse. Le sacrifice de ces parias est profond. Mais sans lui, l'humanité aurait pu se consumer depuis bien longtemps. La confiance de l'humanité, restaurée par l'immense succès de la Grande Croisade, a été ébranlée par la trahison du maître de guerre Horus. La corruption qu'Horus a répandue à travers l'espèce marine a érodé la vérité impériale. L'empereur connaissait les puissances du Warp qui hantaient l'humanité et cherchait depuis longtemps à le priver d'influence en niant totalement leur existence et en répandant cette croyance parmi tous ceux qui se soumettaient à son autorité. Ce n'est pas par peur de ses talents psychiques illimités que l'empereur a mené sa guerre d'athéisme, mais par espoir d'une galaxie définie par l'ordre et la raison. Il a résolument nié sa propre divinité, même si cela signifiait la censure la plus terrible pour ses sujets, qui en croyaient autrement. Admettre ouvertement l'existence d'entités surnaturelles et psychiques dans le cosmos, c'était ouvrir une voie que les insensés et les cupides parmi les mortels cherchaient à exploiter. Car les tentations offertes par le chaos sont illimitées, puisqu'elles trouvent leurs origines dans la faiblesse et le vice de la nature humaine. L'empereur avait donc raison d'agir ainsi. Alors que l'espèce marine commençait à se fracturer, l'adoration des nouveaux dieux d'Horus vit de nombreux psycheurs traités avec des forces démoniaques, mais aussi des créatures issues des sombres réflexions et croyances de l'humanité au sein du Warp. Certains le firent sans le vouloir, et les manifestations qui en résultèrent déchirèrent des minuscules trous dans le tissu de l'espace réel. Des trous que les monstres tapis derrière le voile se feraient un plaisir d'élargir. Je ferai pas de blague sur le fait d'élargir.
Ouais. Ah, ça vous avait manqué, hein, les petites blagues de merde et puis les petits rires durant les vidéos. No God. J'espère. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos d'ailleurs. Allez, on s'abonne. No. D'autres ont délibérément ouvert ses portes, condamnant des mondes entiers à l'invasion démoniaque. L'exemple le plus tristement célèbre de psychers loyaux se retournant contre l'empereur est sans doute celui de la Légion des Thousand Sons. Le mont natal des guerriers mystiques, Prospero, est mort dans les flammes après une attaque punitive des Space Wolves, de la garde Custodes et de la confrérie silencieuse, qui, par leur seule présence, ont forcé les Thousand Sons à cesser leur utilisation de la magie et la pratique de la sorcellerie. Et cela signifie qu'ils ont dû arrêter tout marchandage avec les entités du Warp, afin d'obtenir des connaissances et du pouvoir. Le zèle et la concentration dont elles ont fait preuve pendant l'hérésie d'Horus ont permis aux Sœurs du Silence de jouir d'une autonomie sans précédent. Les hauts seigneurs de Terra leur font implicitement confiance, car ceux qui sont sourds aux murmures du Warp sont parmi les agents humains les plus fiables. Leur tâche consiste à surveiller les masses par le biais d'un réseau d'agents de confiance au sein de l'Adeptus Astra Telepathica. Elles traquent ensuite tous les psychers non formés ou malhonnêtes qu'elles trouvent, et elles le font souvent aux côtés des agents de l'Inquisition, en particulier les chasseurs de sorcières de l'Ordo Hereticus, et les tristement célèbres escouades de chasseurs de vaisseaux noirs. Il existe peu d'autres rôles que les membres de la confrérie pourraient remplir, car leur talent est inéluctable et amplifié par l'ancien artifice de l'empereur. Bien qu'elles soient entraînées à contrôler leur troublante aura paria antipsychique, les Sœurs du Silence ne peuvent jamais vraiment se débarrasser de leur malédiction génétique. Après que la rébellion des maîtres de guerre a été stoppée lors du siège de Terra, et que l'empereur a été presque enterré sur son trône d'or, les Sœurs du Silence se sont retrouvées sans réelle direction. Nombre d'entre elles ont été tuées ou perdues à jamais, dispersées et abandonnées dans une galaxie ravagée par la guerre. Ne se laissant pas décourager par ce manque soudain de repères, elles partirent voyager sur d'autres planètes. Elles allèrent donc au sein de l'Imperium pour poursuivre leur travail. Certaines faisaient partie de l'Adeptus Astra Telepathica, d'autres étaient des agents solitaires mais loyaux qui finirent par s'installer au sein des hordes grouillantes de l'humanité. Dans des rares cas, ces chasseurs ont appris à réprimer leur aura étrange dans une certaine mesure, et en vivant aux côtés des autres, elles ont engendré leur propre lignée. Aucun de ces colons potentiels ne restait jamais longtemps au même endroit, car le gène paria n'est pas nommé par hasard. Partout où les Sœurs du Silence cherchaient une nouvelle vie, elles étaient à nouveau chassées en exil par ceux qui les haïssaient pour leurs dons, ou plutôt leur malédiction. Cependant, toutes n'ont pas été injuriées ou brûlées ironiquement comme des sorcières. La progéniture de ces quelques sœurs a elle aussi eu des enfants, et au fil des générations, la particularité génétique des Sœurs du Silence s'est retrouvée dans la vaste étendue de la race humaine. Les Sœurs du Silence ne se sont regroupées que rarement depuis leur disparition à la fin de l'hérésie d'Horus, car chaque fois qu'elles se sont rassemblées pour la guerre, cela a été totalement effacé des archives. Et même durant cette période, leurs différents ordres sont restés divisés par nécessité, ne se réunissant qu'en secret. Au cours des années terriennes qui ont suivi, leur nombre a augmenté, progressivement mais sûrement, pour atteindre des dizaines de milliers. Aujourd'hui, à l'ère Indomitus, la confrérie est une vaste armée de psychiques nuls, prête à éteindre les flammes sombres du chaos, qui menacent de consumer l'Imperium à la suite de la naissance de la Grande Faille. Non, non, vous n'avez pas rêvé. On est proche des 10 000 Sœurs du Silence, exactement comme l'Adeptus Custodes. Et c'est pour ça que je l'ai dit, que pour moi les Sœurs du Silence et l'Adeptus Custodes, même si on n'est pas certain du nombre actuel, peut-être que c'est beaucoup plus, peut-être que c'est un petit peu moins, peut-être beaucoup moins, tout ce qu'on sait, c'est que ces chiffres sont gardés secrets, et loin des yeux des civils. Et malheureusement, Game Workshop ne fait pas assez de nouveautés sur les Sœurs du Silence. Certes, on a eu un bouquin récemment avec une Sœur du Silence qui est génialissime, je vous invite à lire ce livre si vous le trouvez, mais comme beaucoup de livres de Warhammer, ils ne sont pas disponibles, ou en tout cas plus à la vente sur le site officiel. Ces livres coûtent donc des belles fortunes, voire même des centaines d'euros si vous voulez les procurer neufs. Mais on va continuer à plonger un petit peu dans cette fameuse unité, dans ces fameuses Sœurs du Silence, car il y a énormément de choses à dire. Et évidemment, tout à la fin, on regardera leur armement et ce qu'elles peuvent utiliser comme véhicule, et on parlera aussi un peu plus en détail des vaisseaux noirs.
La confrérie silencieuse est une organisation à la portée singulière et secrète. Son nombre exact n'est connu que par l'empereur, car bien qu'elle ait continué à faire partie de la Divisio Astra Telepatica à l'époque de la Grande Croisade, elle était depuis longtemps liée à la volonté et à l'agence directe de l'empereur en personne. En effet, alors que la Legio Custodes protégeait directement le maître de l'humanité, les Sœurs du Silence jouaient un rôle essentiel dans la réalisation des grands travaux secrets de l'empereur. Travaux visant à contenir et à limiter l'influence des puissances de la ruine et de leurs serviteurs, alors qu'ils cherchaient à étendre la vérité impériale. Comme on l'a dit précédemment, à la fin de la Grande Croisade, les Sœurs du Silence se comptaient certainement par dizaines de milliers, même si cette force était largement dispersée, et les intouchables de la confrérie formaient l'équipage et commandaient les vaisseaux de la Ligue des Vaisseaux Noirs. En outre, elles maintenaient une forte présence à la fois sur Terra, et notamment dans les quartiers généraux sur Luna, la citadelle de Somnus, et la construction orbitale de Magdan, la station d'ancrage orbital fortifiée et utilisée par les Ligues des Vaisseaux Noirs dans le système Sol pour livrer leur cargaison et interdite à tous les autres. Il était également admis qu'une grande partie du tri et du traitement initial de la Grande Dîme avait lieu non pas dans le système Sol, mais ailleurs, sur plusieurs systèmes stellaires isolés et interdits à proximité. Et ceci était un changement compréhensible par rapport au premier jour de la dîme, étant donné l'ampleur de l'opération au fur et à mesure de l'expansion de l'Imperium, et les risques potentiels pour la sécurité qu'impliquait la concentration d'un si grand nombre de Psykers, je le rappelle, mais non entraînés, dans une zone en particulier. Ces systèmes stellaires administrés par la Divisio Astra Telepatica n'étaient connus des autres branches de l'Imperium que sous la forme de codes vagues et changeants. Mais ici, les Sœurs du Silence étaient les seules à tenir les rênes et personne d'autre que elles et l'Empereur ne connaissaient le nombre, les installations et les ressources qu'elles possédaient dans ces domaines souverains. En fait, le secret entourant la Grande Dîme était tel que seuls les navigateurs de la Ligue des Vaisseaux Noirs connaissaient l'emplacement de ces mondes de traitement et des divers points d'ancrage des vaisseaux noirs, des stations de collecte et des avant-postes disséminés à travers l'Imperium. Et leur vie était menée dans des cryptes à biomes scellés, des maisons d'emprisonnement qui auto-incinéraient tous ceux qui s'y trouvent si jamais leurs sceaux sont compromis. Telle était la richesse inestimable au potentiel humain de la Grande Dîme, jugée et gardée secrète. Bien qu'une partie de la confrérie silencieuse tienne toujours garnison sur les vaisseaux noirs, beaucoup d'autres ont répondu à l'appel de la guerre suite à la naissance de la Grande Faille, à l'ère Indomitus. Alors que les tempêtes Warp ravagent l'Imperium et que les primarques démons parcourent à nouveau les mondes de l'univers matériel, le moment est venu pour la confrérie silencieuse de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Elles ne seront pas prises en défaut, et malgré leur nom, elles ne se feront pas silencieuses. Ceux chez qui le gène de paria se manifeste pleinement sont toujours très prisés par l'Adeptus Astra Telepatica. Ils sont souvent recherchés longuement et à grands frais. Une fois que ces Psykers nuls sont capturés, ils sont pris en charge par les vaisseaux noirs et renvoyés sur la Sainte Terre. D'ailleurs, petite parenthèse pour que vous compreniez mieux, j'ai souvent parlé d'Adeptus Astra Telepatica, j'en ai pas parlé en détail, mais comprenez bien, en vulgarisant tout ça, qu'il s'agit d'une branche de l'Imperium qui est là, en gros, pour gérer tout ce qui est lié aux Psykers, et donc aux sorciers, sorcières, etc. Les contrôler, les élever, et aussi souvent les maîtriser. La plupart d'entre eux périssent au cours de tests de loyauté rigoureux et des régimes physiques punitifs qu'ils doivent endurer dans le cadre de leur formation. Formation, disons-le, obligatoire. Certains, s'ils sont jugés aptes, sont emmenés dans la forteresse cachée du temple de Culexus de l'Officio Assassinorum, où ils sont alors formés et transformés en horreurs sans âme, connus sous le nom d'assassins de Culexus. D'autres deviennent des gardiens d'âme au sein du palais impérial. Malgré l'intensité de leurs épreuves, un grand nombre de ces parias féminins ont la force d'âme nécessaire pour entrer dans la confrérie silencieuse. C'est Roboute Guilliman, le primarque des Ultramarines, qui, à sa résurrection, en 999.M41, après la 13e croisade noire du dénommé Abaddon le Fléau, que Guilliman avait repris ses fonctions de Lord Commandant de l'Imperium, et a ordonné que les vestiges de la confrérie silencieuse soient retrouvés et réintégrés dans le giron impérial. Guilliman se souvenait parfaitement de la valeur que son père accordait à ces fameux parias. Avec la menace que représentait la Grande Faille, elles étaient plus que jamais nécessaires. Et il déclara le Dispensatus Anathema, envoyant comme émissaires les sœurs qui avaient combattu à ses côtés
lors de la bataille de Luna. Le décret faisait appel aux Sœurs du Silence qui combattaient encore dans les secteurs entourant le Monde Trône. Alors que la croisade Indomitus de Guilliman prenait forme et que les premières flottes étaient rassemblées, des groupes de Sœurs du Silence convergèrent vers Terra depuis toutes les directions. Chaque groupe isolé avait révélé différents défis au fil des générations, divergents pour les surmonter lorsque la nécessité l'imposait. Les tactiques, les caractères et les traditions de chaque groupe étaient très éloignés les uns des autres, mais leur sens collectif du devoir était intact. Les hôtes des Sœurs Silencieuses sur Terra finirent par être près de 3000, et Guilliman les déclara Vigiles Indomitus. Elles seraient les premières d'un réseau de vigies qui s'étendrait à tout l'Imperium, chacune ayant l'autorité explicite d'accomplir ses anciens devoirs. Les Vigiles Indomitus se divisèrent en cadres, chacun rejoignant les groupes de combat des flottes de la croisade Indomitus. Au fil des millénaires, l'influence de l'Adeptus Astra Telepathica a varié et s'est affaiblie, et sa branche militaire a perdu de son importance. La Grande Croisade et l'hérésie d'Horus ont donné naissance à une importante population de Sœurs du Silence. Bien que suffisamment nombreuses pour jouer un rôle dans la guerre de la bête, un millier d'années standard après la fin de l'hérésie, elle s'était presque éteinte au 41e millénaire. Petit rappel, la guerre de la bête était une période où les orques étaient le grand ennemi de l'Imperium, et évidemment, c'était une période très troublée pour toute l'humanité. Celle qui restait était occupée à bord des vaisseaux noirs, chassant les psyches renégats et jouant le rôle crucial d'amortir les capacités puissantes et incontrôlées de leur cargaison humaine. Les ordres militants de l'époque de l'Empereur avaient été dissous, réduits ou perdus durant la guerre. Les derniers survivants étaient dispersés dans tout l'Imperium, la plupart réduits à une poignée de membres. Ils s'étaient battus ici et là, mais leur jour de gloire n'était au mieux qu'un mythe. Les gens pour qui elles étaient mortes ne se souviennent même pas d'elles. Mais après des milliers d'années d'obscurité, lorsque Guilliman revint, les Sœurs du Silence revinrent volontiers à la lumière. Non pas pour ce qu'il a été, mais pour ce qu'il était actuellement. Pour elle, le primarque était un saint vivant. Guilliman fut choqué de voir que les Sœurs du Silence vénéraient son père comme un dieu, à l'instar de tant d'autres âmes égarées de l'actuel âge des ténèbres. Ce n'était pas la première fois que cela faisait penser à son frère, Lorgar, le démon primarque des traîtres Worldbearers, qui avait été si avide de trouver quelqu'un digne de sa dévotion. Je tiens à vous rappeler que la Légion des Worldbearers sont ceux qui ont déclenché l'hérésie d'Horus. C'est eux qui ont commencé à murmurer des mots aux oreilles d'Horus pour lui dire que l'empereur faisait n'importe quoi. Tout est parti d'eux. La seule raison pour laquelle il y a eu une hérésie d'Horus, comprenez bien que c'est à cause d'eux. L'empereur refusait d'être un dieu, les Worldbearers voulaient un dieu, alors ils en ont trouvé 4 autres. N'étant plus centralisée dans les vastes couvents de Luna, la confrérie a récemment rétabli sa présence dans chaque segmentum, formant de nombreux nouveaux ordres et ramifications. Certaines sont chargées de tâches spécifiques, comme l'infiltration des tunnels hyperspatiaux de la voie du web pour contrecarrer les plans de races xénopsychiques, mais aussi la récupération de parias des forces ennemies qui cherchent à les utiliser à leur propre profit, ou la neutralisation des attaques spectrales dans des endroits stratégiquement vitaux. D'autres ont carte blanche pour poursuivre leurs propres projets, à condition qu'ils aboutissent à la destruction des forces de l'ennemi juré. S'il y a une qualité que ces déviants génétiques partagent en abondance, c'est bien l'autonomie. Les Sœurs du Silence sont une force essentiellement basée sur la flotte, depuis que le primarque Roboute Guilliman a reconvoqué leur ordre. Elles ont conclu des pactes de longue date avec des astropathes chevronnés, et des maisons de navigateurs qui sont bien meilleures pour supporter leur présence lors de voyages interstellaires. Sous la direction de Guilliman, elles ont joué un rôle déterminant dans la gestion turbulente des tempêtes warp qui déchiraient la galaxie depuis le début de la Noctis Aeterna et la naissance de la Grande Faille, se rassemblant en grand nombre pour projeter un champ nul capable de repousser le warp en personne. D'ailleurs, j'ai parlé de Noctis Aeterna, comprenez bien qu'il s'agit d'un événement catastrophique, dont on parlera un autre jour, car c'est un petit peu plus complexe que ça. Pour vulgariser simplement afin que vous compreniez, cet événement a compromis les voyages warp, en bloquant l'astronomie Khan et les voyages avec les astropathes. Mais attention, c'est très vulgarisé, il faudra en parler en détail dans une autre vidéo bien plus complète. Cette approche reste toutefois dangereuse. L'effet du gène paria est exponentiel et peut paralyser un effort de guerre par la peur, la confusion et les dysfonctionnements astropathiques de ces éléments non paria si cela est mal utilisé. Mais l'efficacité du sort ne peut être niée.
même par ceux qui les détestent. Elles peuvent calmer les tempêtes warp et repousser les invasions démoniaques par la seule force de leur présence. À bien des égards, les sœurs veillent sur l'évolution psychique de l'humanité. En vérité, ces femmes sont la mort incarnée pour ceux qui croient que leur pouvoir contre nature font d'eux des dieux parmi les mortels. Les sœurs du silence sont toujours prêts à faire tomber ces imbéciles de leur piédestal. Bien que faisant nominalement partie de l'Adeptus Astra Telepathica, la confrérie du silence répond directement au trône d'or et entreprend de nombreuses actions à travers l'Imperium sur ordre de rebooter Guilliman et de ses confrères au Seigneur de Terra. La première des tâches de la confrérie est de s'assurer que la grande dîme des Psykers à Terra est respectée. Les Sœurs Silencieuses traquent les Psykers rebelles qui ont échappé à la dîme ou qui ont pris de l'importance avant que leur pouvoir ne soit identifié. Elles tiennent garnison sur les vaisseaux noirs qui transportent les Psykers vers Terra. Comme on l'a vu précédemment, la raison pour laquelle elles se trouvent sur les vaisseaux noirs est pour calmer les Psykers afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Car disons-le clairement, mais les vaisseaux noirs sont des prisons pour Psykers. Lorsque les gouverneurs planétaires se montrent laxistes dans la recherche de Psykers pour la dîme, ou ne les remettent pas, les Sœurs du Silence enquêtent et administrent des punitions sans aucune hésitation. Certains cadres des Sœurs du Silence enquêtent sur les mondes impériaux non soumis à un gouverneur planétaire, tels que les domaines de l'Ecclésiarchie et de la Prêtrise de Mars. Ces organisations jouissent d'une grande autonomie et il n'est pas rare que leur maître se croie au-dessus de tout contrôle. Lors d'assauts de grande envergure face à des mutants psychiques ou de sorciers hérétiques Space Marine, la discipline froidement rationnelle et tactique de la confrérie contraste fortement avec les nombreux guerriers zélés et fanatiques qui se battent au nom de l'empereur. La confrérie recrute ses intouchables à partir d'un grand nombre de sources, qui varient d'une vigie à l'autre. Certains se sont retrouvés au sein de la Grande Dîme, leur monde étant aussi désireux de se débarrasser d'eux qu'ils sont considérés comme de dangereux psychopathes. Des membres de l'Inquisition ou des commerçants malhonnêtes en remettent certains à la confrérie, et la rumeur persiste sur l'existence de lignées génétiquement stables, cachées sur Terra, et protégées par la confrérie en personne. Les Intouchables commencent leurs travaux exténuants en tant que novices, et ce n'est qu'une fois qu'ils se sont montrés dignes des normes élevées de la confrérie qu'ils sont intronisés à part entière. Lorsque les parias deviennent membres à part entière de l'ordre des Sœurs du Silence, toutes ces sœurs prononcent le vœu de tranquillité, un serment qui les oblige à se consacrer solennellement à leur devoir. À partir de ce moment, aucun son ne franchira leurs lèvres. Je veux pas un connard faire une blague là-dessus dans les commentaires. Non. Les sœurs ne parlent pas. Elles ne déclament pas de tirade à leurs ennemis et ne crient pas de douleur. Combiné à leur aura de peur, ce mutisme dans le feu de l'action est incroyablement déconcertant. Le secret n'est pas seulement le mot d'ordre et la méthode de la confrérie silencieuse, il est au cœur même de son existence. Une fois leur formation achevée et leur entrée dans la confrérie confirmée, un processus qui commençait dès l'enfance, et la dernière étape sur le chemin de l'ordre, était le vœu de tranquillité. Pour rentrer un peu plus en détail, car on a déjà parlé de ça, mais comprenez bien qu'il s'agit d'un dévouement solennel et leur devoir jusqu'à la mort, qui se manifeste extérieurement sous la forme du vœu du silence, qui donnera aux Divisio Investigates son titre le plus courant, les Sœurs du Silence. À partir de ce moment, aucune Sœur du Silence ne prononce un seul mot jusqu'à la fin de sa vie, qu'on soit bien d'accord. Même si l'empereur le demande de parler, elle le fera pas. Donc même sous la contrainte, ainsi que la douleur, qu'il s'agisse d'un coup de lame ou de l'impact d'une balle, tant leur détermination est stoïque. Aucun secret n'a pu ou ne pourra jamais quitter la garde des Sœurs du Silence, et aucun mot de rémission ou de clémence de leur part n'a jamais été prononcé. Un autre symbole de ce vœu absolu était le gorget blindé en forme de herse qu'elles portaient dans leur panoplie de guerre, et qui souvent est associé à un crâne en forme de tête de mort. Et ce symbole est devenu l'emblème de cet ordre dans l'iconographie de l'Imperium. Alors parlons un petit peu du langage des signes des Sœurs du Silence. Comment est-ce qu'elles communiquent, etc. La communication au sein des Sœurs du Silence se faisait par le biais d'une série complexe de formes de langage gestuel physique, allant de signes tactiques très efficaces et abrupts, on peut imaginer ça, ou alors ça, non je pense pas, conçus donc pour le champ de bataille, et des formes détaillées
destinés à l'expression rapide et précise de concepts et d'actions stratégiques. Mais cela va jusqu'à des systèmes extrêmement complexes et mimétiquement sophistiqués, destinés à traiter d'abstractions philosophiques et techniques. Cette dernière gamme était nécessaire parce que les Sœurs du Silence restent une organisation dédiée non seulement à l'administration de la Grande Dîme, mais aussi à l'investigation, à la poursuite et à la recherche, ainsi qu'au jugement. Elle possédait également une connaissance encyclopédique inégalée du Psyker et du Warp, qu'elles étaient les seules à pouvoir conserver en raison de leur statut de Psyker nul, et elles devaient l'exprimer en cas de besoin. Et étonnamment, les Sœurs du Silence ont trouvé des moyens de communiquer avec des mots, ou plutôt des signes très abrupts et très simples, pour que même des technocranes, des cerveaux-crânes, ou des intelligences, pas des intelligences artificielles, mais plutôt des serviteurs, ou ce genre de choses, puissent les comprendre. Elles ont donc des moyens pour communiquer avec les créatures non silencieuses, donc les humains, les Space Marines, etc. Et donc certains de ces automates peuvent transmettre les informations par Vox, donc par radio, grâce à ces communications. Mais alors parlons un petit peu des langages gestuels qu'utilisent les Sœurs du Silence. La marque de pensée est l'un des langages des signes symboliques utilisés par les Sœurs du Silence. Langage simple, petit, avec des gros guillemets, et plein de gestes délicats, de doigts et de pouces, et ils servent à transmettre des concepts d'une grande subtilité ou d'une nature complexe. Et ce langage est bien plus gracieux que les grands mouvements tranchants de battle mark, donc marque de bataille, pour traduire brièvement. Et ce dernier langage Battlemark est le langage gestuel de commandement utilisé par les Sœurs du Silence pour communiquer sur le champ de bataille. Les gestes utilisés pour communiquer en Battlemark étaient des mouvements amples et précis qui permettraient à une personne de transmettre ses pensées en ligne de mire et qui pouvaient être vus à des distances extrêmes. On peut comparer ça par exemple aux maîtres aviateurs qui font atterrir les avions. Ce langage gestuel est très proche des signes de combat des Space Marines et pourrait avoir une origine similaire. À mon avis, elles ont même observé les Space Marines afin de copier leurs techniques qui sont très utiles et surtout très efficaces. Les transmissions de la Confrérie du Silence, envoyées dans des lieux situés au-delà de la ligne de mire, n'étaient pas envoyées avec des mots, mais dans une ancienne variante de la marque de la pensée, qui était lisible par les machines connues sous le nom Dorse Code. Cela ressemblait à un cliquetis mécanique pour des oreilles non entraînées, ou alors cela ressemblerait au son de roues dentées qui tournent. Mais je pense qu'il est temps un petit peu de parler des doctrines de combat de ces fameuses Sœurs du Silence. Au-delà de leur capacité unique en tant que nuls psychiques, les Sœurs du Silence constituent également une force paramilitaire et d'opérations spéciales hautement entraînées et implacables, parfaitement équipés pour accomplir leurs tâches et capables de surmonter toute opposition qu'ils pourraient rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il s'agisse de soldats atteints de troubles mentaux, de hordes de cadavres marqués psychiquement, ou même de cultes armés au cœur de la caste dirigeante d'un monde. Les Sœurs du Silence sont aussi impitoyables, dévouées et formidablement compétentes que n'importe quelle force de combat humaine au sein de l'Imperium. Tandis que la froide obscurité de leur esprit en fait un ennemi extrêmement terrible pour tous les autres sorciers, mais aussi les Psykers et toute personne touchée par le Warp. Compte tenu de leurs fonctions particulières, leur entraînement et leurs tactiques sont axés sur le combat rapproché. La guerre de haute intensité à courte portée, qui les voit souvent se battre en infériorité numérique et en terrain inconnu, et leurs compétences dans de telles conditions sont suprêmes. Car oui, il serait assez étrange de les utiliser pour combattre à distance avec principalement des armes de longue portée, comme uniquement des bolters et pas d'armes principalement de corps à corps, car plus elles se trouvent proches de leurs ennemis, plus leur gène du paria pourra calmer tout ce qui sera lié au Warp. Et c'est quand même très fort. Pour faire simple, imaginez les brouilleurs dans Call of Duty que vous pouvez avoir ou dans n'importe quel jeu en killstreak, imaginez qu'en fait c'est des brouilleurs sur pattes qui vont bloquer la mini-carte de votre jeu ou de n'importe quelle chose similaire. Comprenez bien que la peur leur est étranger, et leur conditionnement et leur expérience les exposent à des horreurs que même un vétéran des sombres frontières de la Grande Croisade n'aurait pas pu endurer facilement. La gloire et l'honneur n'ont que peu de valeur pour les Sœurs du Silence. Leur vocation est plus élevée, et seule la réalisation de leur objectif a un sens important pour elles. C'est pourquoi la furtivité, la surveillance secrète et la torture sont des armes éprouvées qu'elles utilisent
en cas de besoin, et elles connaissent bien la valeur du mystère, du choc, de l'effroi et de terreur que les Sœurs du Silence pourront faire fondre sur vous, si vous les croisez. Elles invoquent volontiers l'autorité que leur confère l'Empereur afin d'utiliser et de se débarrasser de tous les intermédiaires et agences de l'Imperium selon leurs besoins. Et les destructions collatérales, dans la poursuite de leur cible, sont considérées comme une chose à éviter par principe, mais sans réelle importance en cas de nécessité. Un Space Marine ne pourra donc pas vraiment leur donner d'ordre. Au contraire. Et si un Space Marine doit mourir pour que les Sœurs du Silence atteignent leur objectif, eh bien, elles feront tout pour qu'ils meurent. Évidemment, c'est pas volontaire. Au-delà de leur entraînement extrême et de leur discipline tactique froidement rationnelle, les Sœurs du Silence, en tant qu'ordre militant, ont également invoqué délibérément la barbarie et les arcanes. Il ne s'agissait pas simplement de provoquer la peur chez les autres, même si cet effet était clairement atteint. Mais en réalité, cela leur confère une entité distincte et singulière, ainsi qu'une intensité meurtrière au combat, rarement rencontrée en dehors des forces de combat transhumaines de l'Imperium, telles que les Space Marines. Cet élément délibéré de barbarie sauvage s'exprime sous de nombreuses formes, allant des noms de totems choisis pour désigner leurs sous-unités tactiques lors d'un déploiement, à la conception esthétique de leur équipement de combat, qui sont conçus pour évoquer l'imagerie des guerriers humains des temps passés, mais qui correspondent à la fonction des meilleures armures de puissance, jusqu'à leurs longues crinières, dont on dit qu'elles ne sont pas taillées. Et d'ailleurs, ces magnifiques crinières, enfin plutôt ces queues de cheval, seraient d'après les légendes, elles couperont cette queue de cheval uniquement si l'un de leurs prisonniers s'échappe ou si elles échouent leur mission. À l'époque actuelle, lorsque les Sœurs Silencieuses se lancent dans une guerre conventionnelle, elles ne reçoivent d'ordre d'aucune personne extérieure de leur ordre. Car oui, comme l'Adeptus Custodes, les Sœurs du Silence ne répondent que à l'autorité et au pouvoir ultime du Trône d'Or. Les sœurs pleinement ordonnées ne communiquent que par le biais de la pensée, et traitent avec les autres par l'intermédiaire d'interlocuteurs des échelons inférieurs de la confrérie, qui n'ont pas encore prononcé le vœu de tranquillité. Chacun de ces échanges reste assez délicat, car les alliés des Sœurs du Silence ne peuvent réellement s'empêcher de sentir cette ombre du gène du paria qui atteint leur âme. Lorsque ces guerriers élancés s'approchent d'humains normaux, comme les soldats de l'Astra Militarum, même les vétérans les plus stoïques ont des sueurs froides qui leur piquent la peau, les yeux qui les démangent et l'estomac qui finit par se nouer. Le contact d'une Sœur du Silence, s'il se fait peau à peau, suffit à faire frémir de répulsion un homme ou une femme ordinaire. Les Space Marines endurent sinistrement leur présence, conscients qu'ils sont proches de l'élite de l'Empereur. Mais les Chevaliers Gris sont l'exception, car ils s'appuient sur la guerre psychique, et donc ils ne supportent pas la compagnie de cette confrérie silencieuse. Ils se contentent de l'observer de très loin. Pour un chasseur de démons, le pouvoir de faire reculer une entité du Warp en hurlant d'horreur est simplement la meilleure chose qui pouvait arriver, et en même temps la chose la plus impressionnante pour sa mission. Les armes de la confrérie silencieuse sont des piliers fiables de l'arsenal impérial. Leurs vaisseaux et leurs transports ressemblent beaucoup à ceux des Space Marines, car il est impératif que les Sœurs du Silence frappent vite et fort. Puis elles se retirent pour combattre à nouveau. Une force aussi peu nombreuse n'a pas d'autre choix si elle veut laisser sa marque dans un univers hostile. Leurs armes les plus fiables sont les bolters, les lance-flammes, les épées de puissance. Mais rappelez-vous bien de cela, les bolters seront utilisés pour engager un combat, et ensuite avancer principalement. Leur but est toujours le corps à corps, car elles ont tendance à les utiliser dans une vague d'assaut qui se chevauche sans arrêt. D'abord, les escouades de Prosecutor vont déchaîner une grêle assourdissante de bolters, puis l'escouade Witchseeker incinérera ceux qui se cachent pour échapper aux représailles, et si un adversaire s'avère assez coriace pour survivre à cette double salve de tir, les Sœurs du Silence de l'escouade Vigilators, spécialistes de la mêlée, s'élanceront avec leur lame d'exécution et vont tout détruire. Elles feront voler les têtes de tous les ennemis qu'elles croiseront en tailladant, en coupant et évidemment en tuant tout ce qui bouge. Les sœurs ont des méthodes plus ou moins ésotériques pour chasser les ennemis dont les capacités de sorcellerie les mettent à l'abri des blessures physiques. Par exemple, les grenades Psych-Out contiennent les cendres broyées des martyrs incinérés dans les rangs des sœurs, des restes corporels qui n'ont rien perdu de leur puissance en tant qu'arme d'annulation psychique. Rappelez-vous bien de ça, en fait il s'agit simplement d'urnes mémoriales, donc pour quelqu'un de mort, mais qu'on utilise comme une grenade. Je vous laisse juger ça, ok? Moralement, ça va, hein.
L'ennemi vacille après chaque détonation, tandis que les sœurs se rapprochent pour porter le coup de grâce. Ça me termine en vrai, parce que c'est insane. Elles balancent les cendres de leurs potes morts. La Divisio Investigates est une organisation dont la structure s'apparente davantage à la fusion d'une agence d'application de la loi et d'une société secrète ou d'un ordre militaire d'autrefois. Le haut commandement de l'ordre se compose de 3 hautes fonctions et d'individus connus de la hiérarchie de l'Imperium au moment de l'éclatement des résidus russes, bien qu'il y en ait sans doute d'autres qui sont restés inconnus en dehors de la confrérie. Je le rappelle, mais tout ça doit rester secret. Le plus célèbre d'entre eux est le grade de chevalier commandant, et l'officier de terrain le plus haut gradé de la confrérie du silence. Ce titre est détenu par l'une des guerrières les plus sinistrement renommées de l'Imperium, Genetia Krall, également connue dans le mythe populaire sous le nom de la Reine sans âme. Tout aussi important pour l'exécution de la Grande Dîme est le rang de maîtresse des navires noirs. Et en fait, il s'agira simplement du grand amiral de la flotte de la Divisio Investigates. Et le titre est détenu par Varonica Sulat. Et en dernier, on a la Némésis Praxia, et actuellement, elle est nommée Ebon Naroda. Cette dernière est la grande gardienne des connaissances et des domaines temporels du Divisio Investigates, et la responsable de la formation de ses acolytes. Les autres rangs de l'organisation passent par celui d'acolyte, de premier, deuxième et troisième rang, plus officiellement connus sous le nom de sœurs en attente, qui n'ont pas encore été formellement initiés à l'ordre. Certains rangs sont décrits par les gens qui ne font pas partie des Sœurs du Silence comme les rangs de Null Maidens, donc des filles nulles en soi. Donc des jeunes filles nulles, de mémoire c'est le terme. Et donc ces rangs sont structurés à la fois en termes d'ancienneté et de disposition tactique. On a en premier le rang de chercheur, ensuite procureur et vigilateur. Les chercheurs sont simplement le rang des Witch Seekers, le rang de procureur ce sera donc les précurseurs, je vous mets à chaque fois les figurines derrière comme ça vous voyez lesquels c'est, et les vigilateurs sont les vigilators. Mais il existe évidemment d'autres rangs au sein de la Divisio Investigates, simplement car il faut des pilotes de vaisseaux et évidemment des conducteurs de vaisseaux, etc., etc. Un équipage complet pour les vaisseaux noirs, et je tiens à le rappeler, mais beaucoup de gens oublient que probablement dans Warhammer 40 000, il y a des cuisines dans les vaisseaux, etc., car les voyages dans le War peuvent durer des semaines, voire des mois. Donc il faut un cuistot pour vous faire à manger, etc., etc. La chambre de la vigilance est le plus grand de tous les sous-ordres de la confrérie, et ses sœurs jouent le rôle de garnison et de collecteur de la Grande Dîme. La chambre Astra sert de capitaine et de gardien des vaisseaux noirs. Contrairement au reste de la confrérie du silence, les sœurs de la chambre Astra n'ont jamais été dispersées ou abandonnées par l'Imperium après les résidus russes, et ont continué à remplir leurs fonctions essentielles tout au long de l'ère de l'Imperium. La hiérarchie de l'ordre s'est ensuite divisée aux yeux de tous, en 2 groupes distincts, dédiés à des tâches martiales spécifiques. Et la première est la chambre de l'Oblivion, et la seconde, la chambre du jugement. La première est une sous-faction militante d'élite de la confrérie, composée de parias, et probablement les plus puissantes, ainsi que des vigilators plus compétents sur le plan martial, et c'est dans les rangs des chevaliers de l'Oblivion et des chevaliers Centura que sont recrutés les commandants de l'ordre sur le champ de bataille. La dernière chambre martiale, la chambre du jugement, est encore plus redoutée. Elle comprend les redoutables juges silencieux de l'Excruciatus, dont la tâche est de peser les actions des coupables et des innocents, lorsque ces derniers cachent des psykers qui doivent normalement être récupérés par la dîme impériale. Et lorsque les choses ne sont pas claires concernant ceux que l'on croit être des psykers, le rôle de cette chambre sera donc de déterminer la présence du psyker, et lorsque ce don est révélé, de le juger si l'accusé doit être pris par la dîme ou exécuté en tant que danger pour l'humanité. Au cours de l'ère Indomitus, les vigiles Indomitus ont établi des vigies satellites à travers le segmentum solar, espérant qu'elles prospèrent suffisamment pour pouvoir rejoindre les flottes ultérieures de la croisade Indomitus. Certaines de ces vigies n'étaient pas prêtes au moment où leur groupe de combat désigné passait, assailli par la calamité ou forcé par la circonstance à se battre totalement isolés. D'autres attendraient dans l'obscurité pendant de nombreuses années, sans jamais être rejoints, car les forces de la croisade étaient détournées et retardées. En effet, malgré le sens surhumain de la logistique de rebooter Guilliman, de telles tragédies bureaucratiques continueront de hanter l'Imperium durant toute l'époque Indomitus.
Cependant, de nombreux autres vigies rejoignirent les groupes de combat qui leur avaient été assignés et s'avérèrent inestimables lorsque les vaisseaux s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans l'Imperium totalement assiégé. La présence des Sœurs du Silence contribue à calmer les turbulences du Warp autour des groupes de combat, leur permettant ainsi de progresser bien plus que ne l'espérait leur chef de groupe. Des contacts ont été pris avec les conclaves perdues des Sœurs du Silence, celles qui avaient poursuivi leur tâche sans relâche depuis des générations, et là où elles ont été trouvées, des bastions connus sous le nom de Vigiles ont été établis avec la responsabilité d'assumer le devoir de la confrérie dans une région en particulier. Dorénavant, elles n'étaient plus seules, et elles opéraient à nouveau avec la pleine autorité du Trône d'Or. Certaines de ces vigiles étaient petites, avec une juridiction sur une poignée de systèmes stellaires. D'autres pouvaient faire appel à plusieurs centaines de guerriers parias et se sont carrément développés sur le temps, leur sphère de responsabilité s'étendant à des secteurs entiers. Aujourd'hui, des bastions de la confrérie comme la Vigie de Darius III, la Vigie de la nébuleuse de Segritaes et la Vigie de la ceinture d'Orshan sont connus bien au-delà des frontières. Chaque vigie jouit d'une grande autonomie, et le nombre de ces guerriers varie en fonction de la zone qu'ils doivent couvrir et de la population des mondes qui s'y trouvent. Et certaines des plus grandes vigies comptent des milliers de personnes, bien que normalement ces vigies ont environ 1000 membres. La plupart de ces organisations sont basées dans leur couvent, généralement un donjon fortifié au cœur de leur territoire. Mais certaines qui accompagnent la croisade Indomitus désignent l'un de leurs vaisseaux comme leur couvent mobile. La plupart des chasseurs assermentés passent peu de temps à l'intérieur de leur couvent, les guerrières étant constamment en mouvement, transitant entre les vaisseaux noirs, suivant les traces de la sorcellerie d'un système à l'autre, et pourchassant tous les sorciers en fuite. Chaque vigie divise ses guerrières en cadres. Chaque cadre des Sœurs du Silence doit recevoir sa désignation, étant Witchshaker ou alors Prosecutor, etc., avant de recevoir les couleurs de leur ancêtre. Et elles sont toutes facilement identifiables par leur animal totem, correspondant à un lynx du givre, un léopard des glaces, un lynx de fer, un rapace, un faucon blanc, etc. Mais les types d'escouades se distinguent aussi par leur couleur et évidemment leur armure assez détaillée et très iconographique. Les cadres sont les équivalents des compagnies, mais il est rare qu'elles se battent ensemble. Comme les vigies sont tenus de faire respecter les devoirs de la confrérie sur une partie précise de l'Imperium, leurs cadres s'acquittent chacun d'une facette particulière de ces devoirs. Si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit au début de la vidéo, enfin un peu plus tôt, certains vont simplement chercher les Psykers qui sont perdus ou qui sont en train de s'évader, certains de ces autres cadres vont traquer les gens qui cachent les Psykers, et d'autres sont là pour faire respecter la loi de la Grande Dîme. Donc d'une certaine manière, ça reste une sorte de police. Dans les zones à haut risque, une vigie de la confrérie silencieuse affectera plusieurs cadres à la même tâche. La vigie Triventine, par exemple, est chargée de la pureté psychique des routes commerciales au nord-ouest de Nocturne. Et elles le font grâce à 5 cadres entiers à la garnison des vaisseaux noirs de la région, qui leur ont permis de maintenir la fréquence élevée de leur récolte de la dîme. Dans l'exercice de leurs fonctions spécifiques, un cadre a accès à toutes les ressources, à tous les atouts et à tous les équipements arcaniques à la disposition de sa vigie. À mesure que le contact est rétabli avec les systèmes stellaires et le secteur de l'Imperium brisé à la suite de la naissance de la Grande Faille, et que la déclaration du Dispensatus Anathema est connue, d'autres vigies sont fondées partout où les Sœurs du Silence sont redécouvertes. J'ai d'ailleurs parlé du Dispensatus Anathema, et en fait il s'agit d'une loi au sein de l'Imperium. Et cette loi a été décrétée par Roboute Guilliman, le primarque des Ultramarines. Cette loi disait que les Sœurs du Silence allaient être restaurées au sein de l'Imperium. Et donc oui, ils ont donné un nom à ce moment à cette loi qui s'appelle Dispensatus Anathema. Voilà, on peut continuer. Le Chevalier Commandant, également appelé Sœur Commandante, et Vigile Commandant est l'officier de terrain le plus haut gradé de l'ordre et sert de commandant général. C'est assez logique. Elle gouverne la confrérie avec l'aide des autres plus hauts gradés. En premier, la maîtresse des navires noirs et la Némésis Praxia. La maîtresse des vaisseaux noirs est un rang unique et détenu par une sœur senior qui est responsable de l'exécution de la Grande Dîme. Ce poste est en fait le grand amiral de la flotte de la Divisio Investigates et de la flotte des vaisseaux noirs. Il existe énormément de rangs au sein des Sœurs du Silence, tellement que très sincèrement pour vous faire la liste complète, vous expliquer complètement tout ça, ça prendrait très long, voire 30 minutes, et en plus de ça, c'est pas forcément très intéressant.
En termes d'armement et d'équipement, la Divisio Investigates est particulièrement bien servie et n'est devancée que par la Legio Custodes dans l'étendue et la personnalisation de son arsenal. Elle dispose depuis longtemps d'une myriade d'armes et de systèmes tactiques très différents et adaptés à tous leurs besoins. Et cela va du modèle de bolter terrien, fabriqué pour être utilisé par des humains non aguerris, jusqu'aux lames d'exécution façonnées et totalement létales portée par les Vigilators. La Divisio Investigates a également accès à de vastes stocks d'armes avancées et spécialisées, telles que des aiguilles alchimiques à laser, qui peuvent rendre une cible comateuse et la capturer aussi facilement que la tuer. Mais elles ont aussi accès à une quantité de poisons inimaginable dont le contenu est pioché dans plein de planètes différentes. On retrouvera donc des poisons à base de plantes venant de Fenris, de Nocturne. Fenris c'est un peu compliqué la végétation, mais vous voyez ce que je veux dire. Les Sœurs du Silence ont accès à des technologies très obscures, qui ne sont pas connues en dehors de la Divisio Astra Telepathica, notamment des armes de neutralisation et de perturbation psy, dont on dit qu'elles ont été créées par l'empereur en personne. Alors, voyons un petit peu quels sont ces équipements. Lorsqu'une sœur aspirante prête les derniers serments de son devoir et prononce les derniers mots qu'elle sortira de sa bouche, elle reçoit sa panoplie de guerre. L'armure Vratine, aussi appelée l'armure du serment. Il s'agit d'un sous-modèle d'armure de combat technologiquement avancé qui partage les éléments de conception avec l'armure de puissance des Space Marines, bien que contrairement à cette dernière, elle serait totalement étanche à l'environnement ou conçue pour des opérations de longue durée. Elle offre cependant une formidable protection contre les impacts balistiques et les armes à énergie dirigée, et est taillée et forgée sur mesure pour son porteur afin de lui offrir une totale liberté de mouvement et d'augmenter sa vitesse de réaction. Et cela est très similaire à l'Adeptus Custodes. La cape de Voidsheen est un vêtement de protection porté par les Chevaliers d'Oblivion. Elle est faite d'une maille micro-vitrifiée conçue pour diffracter et absorber l'énergie cinétique et la rediriger. Et il existe une deuxième variante encore plus puissante. Portée par les sœurs d'un cadre de l'Excruciatus, les vêtements de couleur sanglant des jus silencieux et l'argent froid de ses acolytes dissimulent une technologie sophistiquée de générateur de champ qui leur permet de s'auto-brouiller et de se déplacer pour s'adapter à leur environnement ou de simplement ressembler à des ombres, ce qui permettra de les dissimuler à la vue de ceux qu'elles souhaitent attraper. Utilisées par les sœurs des cadres de l'Excruciatus, ces armes mortelles servent à réduire les plus dangereux des condamnés à une fine poussière de cendres et rien de plus. Les réservoirs de compression peuvent augmenter temporairement la puissance d'un lance-flamme impérial, lui permettant de brûler à une intensité bien plus élevée, mais épuisant les réserves de carburant. En plus de leur autre équipement, les cadres de l'Excruciatus portent des poisons d'une puissance stupéfiante et qui peuvent être utilisés contre leurs victimes afin d'handicaper totalement les plus puissantes. Façonnés sous la forme de fléaux baroques à plusieurs têtes ou de bâtons ornés à 3 sections, leurs Neurocyle Proteus sont des reliques de l'âge de la guerre utilisés par les guerriers les plus habiles des rangs des Sœurs Silencieuses pour maîtriser un grand nombre d'assaillants à la fois. Les pointes neurales qui ornent ces armes génèrent un champ de choc à conduction qui surcharge le système nerveux de la victime en lui infligeant d'intenses souffrances, de sorte que même le plus léger contact la laisse sans défense. En plus de leur rôle de chasseuse de sorcières et de sévère gardienne de la dîme, les Sœurs du Silence servent également de bourreaux sans pitié lorsque le besoin se fait sentir. La méthode ancestrale de la décapitation avant l'immolation était leur méthode préférée pour la sanction finale. Et dans ce but-là, elles portent souvent des épées de puissance à 2 mains, uniques et finement ouvragées, forgées selon les mêmes normes rigoureuses que certains sabres utilisés pour les duels dans les cours terriennes, et dont le tranchant est un verre de silice dur comme le diamant. Un coup habile de l'une de ces armes peut briser les sceaux de la plus belle armure au combat aussi facilement qu'il sépare la tête des épaules du condamné. En tant qu'elle militante de l'une des plus importantes institutions de l'Imperium, les Sœurs du Silence ont accès à une pléthore d'armes et de technologies rares et obscures, et très souvent gourmandes en ressources, dont la plupart avaient été spécifiquement modifiées ou développées pour répondre à leurs besoins uniques. Les plus courants sont les armes à verrou compact, créées pour être maniées en toute sécurité par des humains non améliorés plutôt que par des Space Marines. Parmi les armes à feu plus inhabituelles et ésotériques utilisées par la confrérie silencieuse, on trouve des lanceurs d'arbalètes à accélération magnétique tirant 2 pieux d'argent incrustés de matériaux
anti-psy et pyrotoxiques, mais aussi des aiguilles à haute énergie délivrant divers narcotiques et poisons, des pistolets, Bolter évidemment, et d'autres armes à collet qui balancent des filets en fibroplastique, durcissant rapidement pour capturer les proies, et même des exemples d'armes à rayons nommées le destructeur adratique. Et comprenez bien que ces armes-là, ce style d'armes, datent de l'âge sombre de la technologie, donc le pic et le summum de la connaissance humaine en termes de création, c'est une folie. Et la Convention de Genève n'accepte pas du tout ça, qu'on soit bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que ces armes sont utilisées qu'en dernier recours. L'excrucia armatus est un ensemble complexe d'entraves et d'outils d'excroissance qui font partie des symboles les plus reconnaissables de la chambre du jugement des Sœurs du Silence pendant la Grande Croisade, mais aussi l'hérésie d'Horus. La vue de ces instruments macabres, exposés par les juges silencieuses, est une promesse de châtiment pour les ennemis de l'empereur. Une fin lente et terrible dans les salles de douleur des Sœurs du Silence. Devant une telle promesse de châtiment, les ennemis de moindre importance sont frappés de terreur et hésitent face à l'assaut de la confrérie. Imaginez une arme tellement violente, tellement terrifiante, que vous faites pas encore tirer dessus que vous vous rendez déjà. Mais il existe aussi un lance-grenade de type Ratine, qui est un modèle simplement de lance-grenade qui est utilisé par les Sœurs du Silence. En gros, une arme sur mesure. Le Bolter Vratine est un pistolet Bolt de conception terrienne, ancien et orné. Et il est de taille à être utilisé par les mortels, mais aussi qui est l'arme préférée des Sœurs du Silence. Le Bolter Nemesis est une variante du Bolter Vratine, vous l'aurez deviné, qui possède une plus grande portée que son homologue standard. On reste évidemment loin de tout ce qui est fusil tactique, qu'on soit bien d'accord. Les Sœurs du Silence utilisent seulement deux véhicules typiques au sein de leur force. En premier, nous avons le Charon Pattern Acquisitor, l'un des nombreux véhicules antigravitiques uniques et hautement sophistiqués utilisés exclusivement par les Sœurs du Silence, est ce fameux Charon Pattern, qui était en réalité un véhicule paramilitaire plutôt qu'un véhicule de combat destiné à l'exécution de la grande opération d'élimination des Psykers sur les mondes de l'Imperium. Construit pour intégrer de nombreux systèmes permettant d'approcher ses cibles en silence et dans la plus grande discrétion, ce tank gravitationnel a également été délibérément conçu pour être un objet de mystère et de terreur lorsque sa présence est dévoilée, afin de freiner la résistance potentielle par la peur autant que par la menace de la force. Et le deuxième véhicule est le Talion. Le Talion est un type de vaisseau de combat de débarquement d'assaut, utilisé par l'Adeptus Custodes et les Sœurs du Silence. Et par exemple, ce véhicule a servi lors de la bataille de la Porte du Lion, qui est un point clé sur Terra. Et il y a un livre très intéressant où vous pourrez retrouver l'Adeptus Custodes et les Sœurs du Silence. Il s'agit évidemment de la Légion de l'Empereur. Bouquin très dur à trouver, mais que je vous conseille, si vous le trouvez en seconde main, de l'acheter. Bon, maintenant on a vu les deux véhicules, mais il existe pas vraiment un sous-véhicule, mais un véhicule qui est utilisé par les Sœurs du Silence dans leur fonction. Et je parle évidemment des vaisseaux noirs, qui sont donc des prisons pour Psykers, qui sont envoyés sur Terra et récoltent plein de Psykers sur toutes les planètes pour respecter la grande dîme impériale. Comprenez bien qu'ils sont lourdement armés et très bien défendus par des contingents issus de la confrérie silencieuse, mais aussi de l'Inquisition, et équipés pour des opérations prolongées et surtout dotés de systèmes qui leur permettent de passer totalement inaperçus à tous les signals Vox et balayage au spec si nécessaire. En gros, c'est comme s'ils n'existaient pas, ils n'ont pas de signature thermique. Et leur nombre exact est assez compliqué à déterminer. Mais à la fin de la Grande Croisade, ils étaient des centaines, voire des milliers de vaisseaux. Tout aussi secrètes sont la localisation et la capacité d'un grand nombre de forges de vaisseaux orbitaux et de docks qui les ont servis. Les vaisseaux sont également très automatisés, ce qui réduit le besoin d'un équipage humain qui pourrait être mis en danger par la cargaison. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ces vaisseaux peuvent voyager sans forcément avoir besoin de s'amarrer, si on veut, c'est pas le terme je sais, car ils ont tout ce qu'il faut à bord pour tenir des mois. Je vous avais déjà dit qu'ils étaient un enfer pour tous les Psykers, une vraie prison, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et cela est dû à leur structure entrelacée de systèmes d'Aphonoria. Et ces systèmes d'Aphonoria sont de grands espaces à l'intérieur de leur coque où des technologies d'atténuation du son peuvent assurer un silence quasi absolu. Cela permet de bloquer et donc de résister à la connexion d'un Psyker avec le Warp,
ainsi que de nombreuses cellules d'internement, de punition et d'interrogation qui sont là si besoin. Sans oublier une quantité de chambres de stase inimaginable pour le stockage des sujets les plus dangereux. Les vaisseaux noirs les plus grands et les plus puissants transportent également des quantités, pour le dire assez limitées, d'armes de classe Exterminatus. Généralement des torpilles cycloniques brisant le manteau planétaire et des rares ogives vortex plutôt que des armes biologiques, pour des raisons de résultats escomptés. Car oui, cela leur permet de mettre en œuvre un protocole d'extermination totale si une planète venait à se rebeller et ne voulait pas, eh bien peut-être était même remplie de Psykers, ou avait une trop grande force de ces derniers. Car ce qui pourrait arriver, c'est que cela ouvre une brèche entre le monde réel et le Warp, et cela serait donc catastrophique. Comprenez bien que c'est extrêmement rare que ce genre de cas arrive. Mais il y a un vaisseau noir qui est particulièrement remarquable et important dans l'histoire des Sœurs du Silence. Je parle évidemment de l'Aeria Gloris. L'Aeria Gloris était l'un des vaisseaux noirs qui gérait le commandement. Alors que les vaisseaux conventionnels d'une flotte expéditionnaire impériale de l'époque naviguaient avec des lampes de signalisation pour éclairer la longueur de leur coque, l'Aeria Gloris arrivait dans l'obscurité, sortant des profondeurs interstellaires, comme un prédateur océanique pourrait se glisser à la surface d'une mer nocturne. Il était donc assez difficile de distinguer autre chose que leurs détails les plus élémentaires de ce formidable navire de guerre, tant il se fondait dans le vide. Ce vaisseau a combattu les Xénos, connus sous le nom de Jorgal, pendant les derniers jours de la Grande Croisade, et ils l'ont fait aux côtés de la Death Guard. Ce vaisseau a aussi servi pour un événement très tragique. Il a permis d'escorter énormément de monde, comme Rogaldorn, le primarque des Imperial Fist, qui venait de récupérer le capitaine Nathaniel Garro de la Death Guard, mais aussi ceux nommés les 70, ou plutôt de 70, qui sont un groupe de la 7ème grande compagnie de la Death Guard, avec à leur tête Nathaniel Garro. Ils étaient les derniers à être restés loyalistes durant le massacre d'Istvan III, alors que tous leurs frères de bataille leur ont tourné le dos et étaient prêts à les massacrer. Mais beaucoup d'autres ont été escortés de ce massacre grâce à ce vaisseau. Avant que vous partiez de cette vidéo, j'ai un petit cadeau à vous faire, et je suis pas tout seul à vous faire ce cadeau, je vous offre moins 10% avec le code BrushClub10 sur le magasin Bien Joué, qui est un magasin français qui m'a envoyé ses bouquins pour faire des vidéos à l'avenir et surtout pour en parler durant les lives. Alors vous avez moins 10% sur la boutique, sur tous les Warhammer, c'est l'une des meilleures manières d'obtenir vos figurines si justement il y a des éditions limitées, et en plus de ça, chez eux vous avez possibilité, attention, accrochez-vous bien, de réserver les précommandes et les nouveautés de Warhammer, pour ne pas les rater. Et si vous voulez les soutenir, ils sont vraiment super sympas, n'hésitez pas à les appeler, à communiquer avec eux, ils sont au nord de la France, si vous êtes par là-bas, mais vous pouvez aussi commander, ils sont très rapides à l'envoi. Et évidemment, on finit toujours par une bonne occasion pour remercier l'un des plus vieux sponsors de la chaîne, Holy Energy, l'un des plus vieux partenaires. Merci à tous ceux qui passent par mes liens, ça me permet de faire ce genre de vidéos, et surtout de payer le monteur. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de plonger dans ce nouveau lore qui est honnêtement phénoménal, et j'espère vraiment, s'il vous plaît Game Workshop, si vous passez par là, même si vous faites des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, s'il vous plaît, n'oubliez pas les Sœurs du Silence, putain de merde, elles sont trop stylées, et même si vous faites des femmes custo, c'est bon, on a compris que vous vouliez faire ça, n'oubliez pas les putains de meufs qui sont déjà dans votre univers, qui sont trop stylées. C'est une honte de les oublier, alors s'il vous plaît, le faites pas, on est beaucoup à vous demander de les continuer, j'espère vraiment, je croise les doigts pour pas que vous les oubliez. Ce serait vraiment honnêtement honteux. Bref, j'adore Warhammer, j'adore Game Workshop, là toute cette semaine il y a tout le monde qui gueule, j'espère que ça va vite se calmer, ça commence à être chiant, alors qu'à la base on est tous des passionnés d'un même univers. Donc vraiment, soyez bienveillants, mangez bien, buvez de l'eau, prenez soin de votre santé, vous connaissez la routine, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo prochainement, et merci beaucoup à Bien Joué pour soutenir la chaîne et de vous offrir les 10%, c'est super, c'est un super magasin, n'hésitez pas à y aller, et si vous voulez en apprendre plus sur les familiers de Warhammer 40 000 et tout ce qui sert de compagnons, d'animaux de compagnie à toutes les factions de Warhammer, je vous invite à cliquer sur la vidéo à la fin. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, et à très bientôt. Hit